fin, je ne sais pas exactement ce que vous avez dit, je vais peut-être répéter un petit peu la même chose pour introduire mon propos. Merci en tout cas de votre invitation. Je suis très heureux de parler ici. Alors, je vais donc présenter ce livre qui est un essai sur des fictions littéraires, cinématographiques, télévisuelles, et qui paraît à un moment où tout le monde parle d'effondrement. Je parle de fiction qui raconte des fins du monde imaginaire, et je ne parle que de cela. C'est un objet très circonscrit. Imaginer la fin du monde, évidemment, ce n'est pas du tout le prédire, ce n'est pas du tout faire de la divination ou prétendre décrire le futur. C'est s'interroger sur la façon dont on imagine aujourd'hui un avenir possible, ou un avenir imaginaire, donné comme purement imaginaire. En tout cas, c'est étudier des fables qui se donnent comme des fables et pas du tout comme des discours sur la réalité. Alors évidemment, c'est encore une façon de parler de la réalité, c'est encore une façon de parler du monde social et de l'histoire, mais c'est une façon de parler du monde social et de l'histoire à travers une médiation très importante, pas forcément comprise vraiment pour ce qu'elle est, pas toujours prise à sa juste valeur, qui est celle de la fiction. C'est d'abord de ça que je vais m'expliquer avant d'entrer dans le détail de ces textes et d'essayer de vous en dire quelque chose de plus substantiel. Donc, le contexte de cette recherche, c'est un travail universitaire qui avait d'abord produit un premier livre en 2013 qui s'intitulait Apocalypse sans royaume. Apocalypse sans royaume était un titre que j'empruntais au philosophe allemand Günther Anders, qui l'avait forgé pour parler de la situation dans laquelle on était après Hiroshima, puisque pour lui, le monde était entré avec Hiroshima dans une ère nouvelle qu'il appelait le délai, puisque selon lui, dès lors que nous possédions des bombes capables de détruire la planète entière, il était évident que ces armes serviraient et que nous étions entrés dans le délai qui nous séparait de la fin de l'histoire. Et donc un temps qualitativement différent du temps que nous connaissions auparavant, quand nous étions encore dans l'histoire. Il y a une différence entre être dans l'histoire qui n'a pas de terme fixé, qui ne s'avance pas vers un terme, mais d'être dans un délai dont on sait, même si on ne sait pas quand il adviendra, qu'il a un terme. Donc j'avais repris cette expression de Günther Anders, ce livre qui portait déjà sur des fictions de la fin du monde, et ça m'avait permis de lancer un programme de recherche collectif que j'ai animé à l'université de Bordeaux-Montaigne, où j'enseigne, et que j'avais mené avec des collègues de l'université de Poitiers et de Jussieu à Paris. Un programme qui a duré 4 ans, qui a donné lieu à plusieurs publications, et dont le dernier résultat en date au moins est ce livre qui paraît aujourd'hui sur Fabuler la fin du monde. Livre qui rencontre un certain succès qui est dû évidemment à l'engouement médiatique pour l'effondrement, dont j'essaie de me distinguer et dont j'essaie de faire comprendre que je ne voudrais pas y contribuer trop. Donc j'étudie les fables, je vais me répéter, et a priori on ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité qu'en étudiant ces fables-là qui se situent très loin de notre quotidien. Mais si j'étudie des fables, c'est parce que je pense que la fiction modèle la réalité. Je pense que sans la fiction, on ne peut pas agir dans la réalité, parce que toute action, du moins toute action planifiée, prévue, anticipée, suppose un modèle, et que ce modèle relève de la fiction. On commence à penser l'action avec un faire comme si, ou un on dirait que, et je m'appuie, quand je dis cela, sur un penseur de la fiction qui est Jean-Marie Schaeffer, qui appelle feintise ludique cette disposition des enfants, qui est la première expérience de la fiction que nous ayons, la première que nous
acquérons, enfants, le faire comme si du jeu, qui est une manière d'apprivoiser la réalité. La fiction est nécessaire à la pensée du monde réel, et il faut pousser ce paradoxe un petit peu plus loin. C'est ce que je fais dans ce livre en prenant comme épigraphe une phrase que j'ai empruntée à Percy Shelley, le poète romantique anglais. Dans la défense de la poésie, en 1821, Shelley écrivait « La faculté créatrice d'imaginer ce que nous savons nous manque. L'élan généreux d'accomplir ce que nous imaginons nous manque. Nos calculs dépassent l'entendement. Nous avons mangé plus que nous pouvons digérer. La pratique de ces sciences qui ont agrandi les limites de l'empire de l'homme sur le monde extérieur a, faute de la faculté poétique, proportionnellement circonscrit celle du monde intérieur. Et l'homme, qui a réduit les éléments en esclavage, demeure lui-même esclave. » Fin de citation. Ce sont des lignes que j'aime beaucoup citer parce que je les trouve superbes et que ce texte est absolument contemporain. On aurait pu l'écrire ce matin. Et c'est un texte peut-être plus complexe que ce qu'il semble. Je crois que Shelley ne dit pas seulement que la faculté créatrice de l'imagination permet de modéliser le monde. Je crois que Shelley affirme que cette faculté permet d'imaginer ce que nous savons. C'est-à-dire que nous connaissons vraiment le monde qu'en l'imaginant. Il faut imaginer ce que nous avons sous les yeux et que nous croyons connaître. La connaissance passe par la représentation. Représentation, vous savez sans doute que c'est une des traductions du grec mimesis, qu'on traduisait à la Renaissance et encore à l'âge classique par imitation, et qu'on traduit aussi couramment aujourd'hui par fiction. Donc notre objet. Shelley dit aussi que nos calculs et notre appétit, ce qu'il appelle la pratique de ces sciences qui ont agrandi notre empire sur le monde, ont réduit d'autant la puissance de notre imagination. Nous connaissons d'autant moins le monde que nous croyons l'avoir réduit à notre maîtrise par les techniques. Et ce n'est pas une proposition tout à fait triviale. Shelley ne dit pas que l'imagination du savant s'assèche. Lui-même était un savant, il était très curieux des sciences de son temps, il s'est livré à des expériences de chimie assez poussées, et à une époque où les domaines du savoir n'étaient pas compartimentés comme aujourd'hui, et où on pouvait être à la fois un homme de lettres et de sciences. Il faisait partie des dernières générations où c'était possible. Shelley dit, je crois, que la prétention des techniques à régner sur le monde extérieur empêche de le voir tel qu'il est. Parce que l'empire de la technique nous a fait manger plus que nous pouvons digérer, comme il dit, c'est-à-dire parce que la technique développe notre voracité et nous rend prisonniers, nous rend esclaves. Au moment où il écrit Défense de la poésie, sa femme Mary a déjà écrit et publié Frankenstein, ce roman qu'on lit plus que les œuvres de Percy Shelley aujourd'hui, qui signale cette même hubris moderne. On sait que Victor Frankenstein, le créateur du monstre célèbre, est un homme des Lumières. C'est un savant qui a voulu le bien de l'humanité. Les premières recherches de Victor Frankenstein ont porté sur des techniques susceptibles de rendre les morts à la vie, pour qu'on n'ait plus à subir l'injustice d'une mort précoce. Et c'est ces recherches qui débouchent sur la création d'un monstre fabriqué avec des cadavres et qui se met à tuer tous ses proches. Comme quoi les efforts les plus sincères et les plus désintéressés du savant débouchent sur une catastrophe. Le savant est aveuglé par son ambition, Frankenstein ne voyait pas ce qu'il faisait. Et c'est un thème du livre, et c'est un thème d'un livre qui a lui-même une certaine dimension apocalyptique, puisque le scénario de l'Apocalypse est inscrit dans Frankenstein au moment de créer un monstre femelle comme le monstre le lui a demandé. Victor se met à imaginer ce que produirait une lignée de monstres, puisqu'il imagine ces deux fruits de son travail fécond, et il imagine une lignée de monstres qui en serait issue et qui pourrait supplanter l'humanité. Donc il voit ce produit de la technique capable d'anéantir l'humanité elle-même, et il comprend à ce moment-là que
c'est une piste qu'il ne doit pas poursuivre, il détruit une monstre femelle qu'il était en train de fabriquer. Donc, la dimension apocalyptique du texte est inscrite dans ce scénario et la critique de la technique en fait partie. Pour revenir plus directement à mon travail maintenant, dans ce livre, ma thèse est que nous vivons l'effondrement, mais que nous ne le voyons pas. Que l'effondrement a déjà commencé, qu'il progresse, réchauffement climatique, extinction massive des espèces animales, méga-feux, inégalité croissante des populations devant les effets de ces évolutions, que je ne détaille pas, mais nous manquons d'imagination pour le voir. Il faut le voir en fiction, il faut faire fiction de ce qu'on voit pour le comprendre. Et je commencerai par essayer d'exposer ce pouvoir de la fiction, et je le ferai avec une fiction qui l'inscrit dans sa propre histoire. Alors un exemple que je trouve intéressant et plutôt commode à raconter de ce point de vue, c'est la série télévisée Leftovers que j'étudie dans un chapitre, une série télévisée qui est adaptée d'un roman paru aux États-Unis en 2011 et produite par Damon Lindelof, qui est un auteur de séries célèbre, notamment pour l'une des premières qu'il a créées, qui est Lost, une série extrêmement longue, extrêmement regardée aussi, un petit peu antérieure. Leftovers est une série qui a connu 3 saisons, qui ont été diffusées de 2014 à 2017, et qui a souvent été regardée comme un portrait des États-Unis d'après 2008, donc un regard sur l'après-crise des subprimes et l'impossibilité de digérer le choc. L'argument de cette série, que je résume très très vite, est que 2% de la population mondiale s'est volatilisée un jour, instantanément. C'est tout à fait invraisemblable, mais la série ne cherche pas du tout la vraisemblance, en tout cas à cet endroit-là. Le même jour, dans le monde entier, des gens ont tout simplement disparu, sans que rien apparemment ait causé leur disparition. La série ne cherche aucune explication à ce mystère. L'événement est donné comme un fait brut, incompréhensible, et en donner une explication rationnelle est une perspective évacuée d'emblée. Il n'est pas question de chercher à expliquer ce phénomène. L'important n'est pas de le comprendre, c'est plutôt d'y survivre. La première saison commence 3 ans après l'événement. 3 ans, c'est un délai suffisant pour que le choc initial soit passé, mais aussi un délai insuffisant pour que le choc de cette disparition soit complètement digéré. Que se passe-t-il 3 ans après? La société se divise essentiellement en 3 parties. D'abord, ceux qui veulent minimiser l'événement, faire comme si de rien n'était. Et dans cette fraction de la société, on retrouvera les pouvoirs publics qui cherchent à normaliser la situation. On verra les médias dominants et on entend par exemple à la radio, dans un des premiers épisodes, un expert dire 2% de la population, rendez-vous compte, c'est très peu. Sur un terrain de football, aucun joueur n'aurait disparu. Et la situation semble banale. D'un autre côté, on a une fraction de la société qui cherche une explication surnaturelle, qui cherche une explication tout court, mais qui va la trouver dans le surnaturel. Et notamment une secte qui est apparue et qui a pris le nom de coupable survivant. Dans cette secte, on est persuadé que si les disparus ont disparu, c'est que ce sont des élus. Leur disparition annonce l'apocalypse et tout le monde les rejoindra assez rapidement. Les coupables survivants donc abandonnent la vie civile, ils se regroupent en communauté, ils s'habillent en blanc des pieds à la tête, sans doute en signe de pureté, et ils font vœu de silence. Et ils ressemblent à une communauté monastique médiévale, mais transposée dans les États-Unis du XXIe siècle. Ils rachètent les péchés de l'humanité en attendant le jour du jugement. Et un de leurs mots d'ordre est « ça ne durera pas longtemps ». Mots d'ordre qu'ils affichent dans les maisons où ils habitent en communauté.
Et cette secte est vraiment une secte apocalyptique qui fait du prosélytisme en essayant de montrer aux autres survivants leur faute d'être finalement encore en vie. Et troisième fraction représentée dans cette série, les personnages qui essaient, tant bien que mal, de faire leur deuil de leurs disparus. Et dans ces personnages-là, on trouvera les personnages principaux de la série, on trouvera les héros. Des personnages qui ne peuvent pas minimiser l'événement, ou ne veulent pas le faire, et ne veulent pas non plus affirmer qu'il faut attendre une apocalypse imminente, mais qui veulent plus prosaïquement continuer à vivre. Vivre sans nier qu'il s'est passé quelque chose, mais sans transformer pour autant le reste de sa vie en pénitence. Faire son deuil et apprendre à regarder la réalité en face. Vous allez me dire que c'est peut-être assez banal comme expérience, c'est une expérience que tout le monde peut faire un jour. C'est pas parce que tout le monde peut la faire un jour qu'elle est absolument banale d'ailleurs, c'est quelque chose de difficile. Et c'est l'attitude des deux personnages principaux, apprendre à regarder la vie en toute connaissance de la catastrophe, donc ici une catastrophe absolue, pour assumer leurs conditions de leftovers. Je n'ai pas encore traduit le titre, je vais le faire. Leftovers, en anglais, ce sont les restes. Les restes au sens le plus trivial, c'est ce qui reste dans une assiette quand on a fini son repas. Leftovers, c'est ce qu'on laisse de côté, ce qui reste. Et c'est ça qui est suggéré au spectateur. Ce qui est suggéré au spectateur, c'est d'apprendre à regarder la catastrophe en toute connaissance de cause, à en tirer tout le bilan, à la regarder en face avec toute la douleur qu'elle implique, et à vivre pourtant, à vivre malgré tout, à aimer malgré tout. Il y a une position à la vie d'Huberman dans la position des leftovers, c'est vivre et aimer malgré tout. Alors, il y a deux flashbacks qui montrent la disparition, et ces deux flashbacks sont intéressants parce qu'ils filment non pas les disparus en train de disparaître, mais ils filment le visage de ceux qui restent. Et c'est là que l'image est vraiment intéressante dans cette série. Ce qu'on voit, ce n'est pas l'effacement du corps qui disparaît, c'est plutôt l'effarement dans le regard de ceux qui restent et qui regardent, qui voient leurs proches disparaître. Ce qui fait que la série est assez discrètement, mais tout à fait métafictionnelle, c'est-à-dire qu'elle parle de la fiction, elle parle de ce que fait la fiction, elle montre les spectateurs. Elle montre les spectateurs des disparitions. Elle les montre dans ce qui les affecte comme spectateurs. Et elle nous dit aussi qu'il faut apprendre à voir, il faut apprendre à regarder, il faut affronter la catastrophe. Ce qui veut dire, pour me répéter, ni la nier, comme le pouvoir public dans la série, comme les climato-négationnistes dans notre réalité, ni la cacher derrière un récit millénariste, comme les coupables survivants dans la série, et comme certains collapsologues dans notre réalité. Apprendre à regarder ce qui reste, apprendre à regarder ce qui reste, les choses qui restent, c'est la condition pour recomposer un monde. Puisqu'après la catastrophe, qu'est-ce qui reste à faire? Évidemment, c'est recomposer un monde, recommencer, repartir, reconstruire. Et ça, c'est le deuxième temps de toutes les histoires d'Apocalypse, puisqu'après l'Apocalypse, évidemment, le temps ne s'arrête pas, le temps peut reprendre son cours. Et c'est la deuxième chose qui m'intéresse, mais j'y viendrai tout à l'heure. Ce sera le temps de la reconstruction. Alors, The Leftovers montre une apocalypse que j'appelle à bas bruit. On peut passer à côté. On peut ne pas la voir. Elle n'est là que pour ceux qui acceptent de la regarder en face. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est ce que j'appelle une apocalypse immanente, pour la distinguer de l'apocalypse imminente. L'apocalypse imminente, c'est celle des groupes millénaristes, c'est celle de tous ceux qui veulent croire que le jour du jugement est pour demain. Et au contraire, la fiction, l'ensemble des fictions que je commente dans ce livre, nous apprend que l'apocalypse est comme l'avenir, selon une formule célèbre, elle dure longtemps.
et elle demande de la patience. Paradoxalement, c'est ce paradoxe-là qui est intéressant, l'Apocalypse demande de la patience. Alors, une autre manière peut-être, et pour parler d'autres textes, une autre manière de voir que ça demande de la patience, c'est de voir que ces fictions ont une histoire. Les fictions de l'Apocalypse ont une histoire qui remonte plus loin que les 20 dernières années. Je dis 20 parce que 2000, ça nous reporte à l'année où a été inventé le mot d'anthropocène, qui a fait fortune et qui a fait autorité. Mais les fictions d'anthropocène commencent bien avant qu'on dispose du concept, et même si elles sont très nombreuses depuis quelques décennies, on peut montrer qu'elles existent depuis bien plus longtemps, et en réalité depuis le début du XIXe siècle. C'est-à-dire depuis la révolution industrielle, depuis transformation matérielle rapide et cumulative de la surface de la Terre, depuis ces bouleversements cumulatifs de nos cultures matérielles, il y a eu des textes pour raconter la fin du monde, pour dire que c'était la fin du monde, et des textes qui ne reprenaient pas le scénario biblique, et c'est en ça qu'on peut voir une origine à ce moment-là, mais qui racontaient la fin du monde sans égard au scénario de la Bible. Alors cette histoire, pour moi, elle commence avec un texte de 1805, qui est une œuvre française d'un écrivain tout à fait oublié aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Baptiste Cousin de Grainville. Texte oublié aujourd'hui au point de ne plus être édité. Je me suis rendu compte depuis quelques mois que la dernière édition en date n'est plus disponible en librairie. Vous pouvez le trouver sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Il est en ligne et on peut y accéder très facilement, mais le livre n'est plus disponible. Mais c'est un texte qui a été lu pendant tout le XIXe siècle. C'est un texte qui a été peu lu à chaque génération. Il y avait relativement peu de lecteurs, mais qui a trouvé des lecteurs à chaque génération jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je ne fais pas l'histoire du texte, le détail n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il a été utilisé par quantité d'écrivains, dont Nodier, dont Victor Hugo, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors dans ce texte, je trouve un commentaire des Lumières en forme de bilan critique. La fin du monde y apparaît comme la réponse de Dieu à l'hybris prométhéenne des hommes. Et la main de Dieu, parce que c'est un texte profondément catholique, c'est le texte d'un croyant, c'est un texte laïque, mais c'est le texte d'un croyant. Cela dit, la main de Dieu se manifeste dans ce texte à travers des catastrophes géologiques et cosmiques, comme la réponse du monde physique aux entreprises de la science et de la technique. Dès le début du XIXe siècle, donc, ce texte signale, je crois, la parenté de l'Apocalypse et de ce qu'on n'appelle pas encore l'Anthropocène, et dans une fiction qu'on ne peut pas reléguer trop facilement dans la catégorie des livres réactionnaires qui auraient la nostalgie de l'Ancien Régime. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce texte ne condamne pas simplement la révolution au nom du monde ancien. Je crois que penser ça, ce serait être aveugle à ce que dit ce texte, et ce serait aussi négliger sa réception au XIXe siècle, et notamment, je ne le citais pas tout à l'heure, mais sa réception par Michelet. Michelet qui aimait beaucoup ce texte, qui a écrit le plus long commentaire dont on dispose sur lui,
et qui voyait en lui le texte le plus historique de son temps. Alors, comment Michelet pouvait-il voir dans une fiction apocalyptique le texte le plus historique de sa génération? C'est une question intéressante. Alors, que dit ce texte? La première chose qu'il fait, c'est reconnaître la grandeur des Lumières. Tout le récit se place à la fin du monde, et à la fin du monde, le héros qui s'appelle Omégar, logique que le dernier homme s'appelle Omégar, avec un R final. Ce héros, qui est un jeune homme, se fait raconter par des vieillards l'histoire de l'humanité. Et on lui raconte le siècle des Lumières comme une époque où on a inventé un élixir de longue vie, capable de prolonger l'existence presque indéfiniment. Une invention prodigieuse. Je crois que je vais vous citer quelques lignes, parce que c'est beaucoup mieux dit dans la langue de Cousin de Brinville que dans la mienne. Donc à cette époque, dans laquelle on reconnaît l'époque des Lumières, on a inventé donc, un élixir de longue vie, et ça a suscité une émulation très grande parmi les êtres humains, parce que bénéficier de cet élixir était tellement prodigieux qu'on en a réservé l'usage aux savants les plus méritants. Ça a provoqué une émulation entre les savants qui a provoqué un progrès des sciences extraordinaire. Je lis le paragraphe de Cousin de Brinville. On ose croire aux travaux entrepris par le genre humain pour mériter cette récompense. Les monuments qu'ils élevèrent sont si beaux qu'ils satisfont les désirs de l'imagination et qu'on doute quelquefois s'ils sont sortis de la main des hommes. Rien ne fut comparable à l'éclat des sociétés, à la perfection des arts, aux vertus de l'humanité. Cette grandeur fut commune à tous les pays, à plusieurs siècles. En lisant l'histoire de cet âge, on ne retrouve plus l'homme dans l'homme lui-même. Il semble que les êtres plus parfaits vinrent habiter le globe terrestre. Ils furent comme les géants du génie et de la vertu. Fin de citation. C'est quand même un éloge assez extraordinaire des Lumières. C'est une véritable utopie. Une utopie qui appartient à cet âge formidable où les hommes ont agi pour mériter sur Terre, selon le jugement de l'humanité entière, rassemblée pour élire les bénéficiaires de cet élixir, et selon le jugement d'assemblée démocratique, la vie éternelle. Laïcisation du salut, démocratisation du salut, les Lumières représentent une eschatologie descendue sur Terre, sans que Dieu ait rien à dire. Et pour Cousin, en fait, c'est ça l'Anthropocène. Ou en tout cas, c'est ce qui la déclenche. La suite du récit s'inspire de la théorie des climats contemporaines. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je lis le paragraphe suivant. La Terre, parvenue à ce haut degré de gloire et de bonheur, éprouva le sort des hommes. Ainsi, la Terre couverte de la population la plus heureuse, redevenue un second Éden, commença par perdre de sa fécondité. L'homme effrayé ne songea plus qu'à sauver sa demeure d'une ruine prochaine. Il porta si loin les efforts de l'art qu'il sut rassembler la chaleur éparse dans les airs, la concentrer sur les terrains refroidis, qu'il sut ressusciter la vigueur des terres épuisées et féconder la poussière. Donc la terre a commencé à perdre de sa fécondité et il a fallu un art supérieur des hommes pour la lui rendre. Mais, vous l'avez deviné, ces efforts ne suffiront pas, il faudra toujours les pousser plus loin, et à chaque fois qu'on poussera ces efforts plus loin, la réponse de la terre, et sans doute des cieux, sera la même, c'est-à-dire que sa stérilité s'aggravera. Les hommes ne peuvent pas maîtriser le monde, alors on peut l'interpréter dans le langage religieux qui est celui de ce récit, comme la réponse de Dieu à l'impiété des Lumières rationalistes, mais on peut aussi y voir un langage écologiste avant la lettre. Les désordres du monde sont dans ce récit des désordres climatiques. Alors il y a une histoire qui remonte à 1805 des fables apocalyptiques, une histoire qui mène de la première révolution industrielle à aujourd'hui, et cette histoire, elle passe par quelques textes phares que je parcours rapidement, parce que mon objectif n'était pas de faire une histoire.
Et je m'arrêterai ce soir sur un seul texte du début du XXe siècle. Il s'agit d'une nouvelle de Forster, cet écrivain anglais, The Machine Stops, la machine s'arrête en français, une nouvelle publiée en 1909, et qui prouve que la prise de conscience des désastres de la mécanisation générale n'a pas attendu la fin du XXe siècle pour se manifester. Forster est écrit 100 ans après Grinville, il ne parle pas le même langage, mais il ne s'en prend pas plus que Grinville à un agent particulier. Forster attaque la machine en général, la machine qui éloigne les hommes de la vie. Dans le futur qu'il imagine, dans un monde science-fictionnel, mais aussi avant la lettre, le mot science-fiction n'existe pas encore, les hommes ont confié toute leur vie à la machine avec un grand M, et la machine contrôle tout. Les hommes mènent une vie complètement artificielle, et les humains sont complètement démunis quand la machine se dérègle. Ils ne peuvent plus vivre sans elle, un peu comme les êtres humains dans le film d'animation Wall-E, qui est bien connu aujourd'hui. Alors comment en est-on arrivé là? Je vous lis un paragraphe de Forster pour qu'on en ait une idée. Dans ce futur imaginaire, l'humanité est gouvernée par un comité unique et qui centralise toutes les décisions politiques à l'échelle de la planète. Les membres du comité cédèrent plutôt à quelques pressions irrésistibles qui venaient on ne savait d'où et qui, quand elle était satisfaite, étaient relayées par une nouvelle pression tout aussi irrésistible. À une telle situation, il convient de donner le nom de progrès. Personne n'admit que la machine était hors de contrôle. Année après année, elle était servie avec une efficacité croissante et une intelligence décroissante. Plus un homme connaissait ses propres devoirs envers la machine, moins il comprenait les devoirs de son voisin. Et pas une seule personne au monde ne comprenait le monstre dans son ensemble. Mais l'humanité, dans son désir de confort, avait dépassé ses limites. Elle avait beaucoup trop exploité les richesses de la nature. Avec calme et complaisance, elle sombrait dans la décadence, et le progrès avait fini par signifier le progrès de la machine. Alors je cite ce passage, d'une part parce que lui aussi aurait pu être écrit bien plus récemment, et aussi parce que c'est un passage qui nous montre que la prise de conscience de l'Anthropocène ne date pas de la dernière décennie. C'est un argument de l'historien Jean-Baptiste Fresso qui me semble très important. Il ne faut pas croire que la prise de conscience de l'Anthropocène soit si récente qu'on le dit. Nous ne sommes pas, citoyens du XXIe siècle, les champions de la réflexivité. Nous ne savons certainement pas mieux que les êtres humains du passé que l'industrie ravage la planète. Nous exprimons seulement ce savoir depuis un autre point de vue, plus tardif, quand le ravage est plus avancé. Mais qu'il y ait des auteurs pour exprimer ces ravages n'est pas nouveau. Et ne veut pas dire que ceux qui les ont vus s'exercer ont vu leur discours suivi des faits, et donc ça ne veut pas dire que nos discours sur ces ravages seront davantage suivis des faits. Les savoirs ne décident de rien. En la matière, je crois qu'il n'y a pas de progrès. Ou en tout cas, le progrès n'est jamais uniforme, il n'est jamais univoque, il n'est jamais assuré. Par exemple, je crois que la création du GIEC, le groupement international d'experts sur le climat, est un progrès, mais un progrès qui répond à une dégradation matérielle de la planète qui a obligé les climatologues à l'action. Je crois donc que les savoirs ne décident de rien, mais que les fictions proposent à l'imagination. Les fables de l'Apocalypse anéantissent le monde ancien, celui dans lequel nous vivons, et mettent leurs lecteurs, ou leurs spectateurs,
et on pense au cinéma, devant l'évidence d'avoir à se penser à la fin des temps. Elle transfigure le temps, elle nous place, nous, lecteurs ou spectateurs, dans un temps de la fin. Un temps qui est à la fois une opportunité et une répétition. Le monde va finir, il faut rester ferme dans ses positions, il faut agir pour que le royaume, si on reprend un vocabulaire chrétien, advienne. Alors, ce sont des fictions désespérées, ce sont des fictions qui, justement, puisent dans le désespoir l'énergie de vivre. En ça, je crois que ce ne sont pas des fictions nihilistes, je crois que ce sont des fictions qui affirment la puissance du verbe. Elles affirment la puissance de la fiction elle-même et donc de l'action. Je pourrais en donner d'autres exemples dans d'autres œuvres. Je pense au roman d'Antoine Volodine, qui est un des auteurs français les plus intéressants d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années. Dans les fictions d'Antoine Volodine en général, qui se situe après l'effondrement de la civilisation, la littérature est encore une ressource. Dans un livre comme Des Anges mineurs, par exemple, qui date de 1999, un condamné à mort repousse le jour de son exécution en racontant des histoires, comme Scheherazade dans Les Mille et une nuits, et ce que Volodine met en scène à ce moment-là, c'est le pouvoir des fictions de repousser la mort. Peut-être les fictions d'Apocalypse, à l'image de ce qui se passe dans ce roman de Volodine, réactualise un pouvoir qui a longtemps été prêté à la littérature, un pouvoir qu'on a cru perdu au XXe siècle, le pouvoir de contre la mort, et cela au lieu même, après l'effondrement, d'un désespoir à peu près absolu. Mais dans le désespoir absolu, le fait de le dire, le fait de l'articuler, est encore l'affirmation qu'il reste autre chose. Et c'est ce reste qui est important. Alors ça veut dire que les fictions de la fin du monde sont bien des fictions critiques, et précisément des fictions qui sont des critiques en acte d'un certain présentisme contemporain. Alors, je parlais de temps et de conception du temps tout à l'heure, en abordant le sujet avec Günther Anders, quand je disais que Anders pensait qu'à l'histoire s'était substitué un délai à partir d'Hiroshima. On peut le dire d'une autre manière, et à partir de cette conception du temps qui est celle de François Hartog, historien qui enseigne aujourd'hui à l'EHESS et qui a inventé cette notion de présentisme. Pour Hartog, il y a à chaque époque un régime d'historicité. C'est-à-dire que chaque époque vit l'histoire d'une certaine manière, se représente l'histoire d'une certaine manière, et s'oriente en fonction de cette manière de comprendre l'histoire. À l'époque moderne, la flèche du temps était tournée vers le progrès, et l'histoire donc était orientée vers le futur. Et nous attendions une amélioration de notre sort dans un avenir qui ne pouvait être que meilleur. Cette époque, elle succédait à l'époque classique où la flèche du temps était orientée vers l'arrière, vers une origine qui était meilleure, et le temps ne se comprenait que comme dégradation ou éloignement d'une origine plus pure. Je passe sur d'autres temporalités possibles. Dans les deux cas, en tout cas, l'histoire apportait des leçons et l'avenir des développements dans lesquels notre monde s'altérait, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Or, dit Hartog, avec la disparition des espoirs révolutionnaires, à partir de la fin du XXe siècle, nous vivons dans un autre type de rapport à l'histoire, dans un autre régime d'historicité, pour reprendre ces termes, qu'il appelle le présentisme. C'est-à-dire un temps dans lequel il n'y a plus de progression, plus de changement, un temps dans lequel l'histoire se réduit à la commémoration,
et dans le passé, se réduit à la commémoration, et dans lequel l'avenir n'est plus vraiment prévisible, se réduit à une inquiétude, à une angoisse. Dans le présentisme, il n'y a plus de perspective et nous baignons dans un présent perpétuel qui ne nous guide pas pour l'action, qui ne nous apprend rien et dans lequel l'histoire ne porte pas de leçon. Alors les fables de la fin du monde, il me semble, sont des critiques en acte du présentisme. Ce sont des fables qui se situent dans l'après de notre monde pour constituer notre histoire en tragédie. Et paradoxalement, ainsi, en faisant que notre histoire porte du sens, rouvre la possibilité et de l'héritage et de la transmission. Le passé et l'avenir font sens dans cet horizon tragique. Et là, il y a la possibilité que quelque chose advienne. Et en cela, ce sont des fictions qu'on peut dire messianiques. J'emprunte un vocabulaire très souvent religieux, mais c'est parce que le modèle apocalyptique est bien le modèle chrétien et que la compréhension du temps qu'on est amené à adopter quand on pense à l'Apocalypse est la compréhension chrétienne, même si on pense à un univers sans Dieu. Ce sont des fictions messianiques, bien qu'elles ne portent aucun messianisme et qu'elles ne représentent aucun messie. Ce sont des fictions messianiques au sens où elles tiennent ouverte la promesse d'un autre monde. Messianique dans ce sens laïque, simplement où ces fictions tiennent ouverte une promesse sans contenu, une promesse qui ne représente pas ce que cet autre monde doit être, une promesse qui se garde bien de se transformer en injonction et qui ne dit pas ce que cet autre monde sera ou devrait être, mais simplement qui tient ouverte la promesse qu'il y aura autre chose. J'en vois un très bel exemple dans un roman d'Antonio Saramago, prix Nobel de littérature dans les années 90, dans ce très beau roman qu'est L'Aveuglement, où Saramago imagine un monde d'aveugles dans lequel une petite communauté de 7 personnages cherche les moyens de sa survie et imagine son avenir. L'un d'entre eux dit « Nous sommes retournés à la horde primitive, avec la différence que nous ne sommes pas quelques milliers d'hommes et de femmes dans une nature immense et vierge, mais des milliers de millions dans un monde rétréci et épuisé. Et c'est devant cet horizon qui relie la petite communauté de 7 personnages au plus lointain passé que l'avenir doit être pensé. Et cette petite communauté est guidée par une femme qui est la seule à ne pas avoir perdu la vue dans cette histoire, et guidée par cette femme essaie d'inventer ce que cet avenir peut être. Et là, il y a une sortie hors du présentisme parce qu'il y a, malgré tout, j'en reviens à ce malgré tout de tout à l'heure, l'idée d'un autre futur possible, l'idée qu'un autre monde est possible. Ce qui est important dans toutes ces fictions, c'est qu'au pire de l'adversité, au milieu du pire, elles maintiennent l'idée qu'un autre avenir est possible. Puisqu'on a parlé de cinéma tout à l'heure, le cinéma en offre de très beaux exemples aussi. Alors je ne parle pas de fiction post-apocalyptique dans les blockbusters hollywoodiens qui jouissent souvent du spectacle de la destruction. Je parle plutôt de films moins destinés à un très grand public. Ce qui m'intéresse, ce sont des films qui vont représenter ce temps messianique
en contrariant la logique de l'intrigue, et c'est par exemple Mélancolia de Lars von Trier, ou d'autres films comme Le Dernier Rivage de Stanley Kramer, On the Beach, dans son titre original, qui était un film du délai, parce que ce sont des films qui suspendent l'action au sens de l'action au cinéma, au sens des films d'action. Ce sont des films qui vident de sens les occupations ordinaires pour exiger de requalifier la vie. Il n'y aura pas d'action au sens d'un accomplissement héroïque dans ces films, mais tout autre chose qui est bien plus un tissage du commun, une nouvelle manière de créer des liens, de nouer des relations, de faire un monde. Ce que représentent ces films, c'est une autre manière de faire un monde, une autre manière de vivre ensemble, de constituer des collectifs, de s'aimer, une autre manière de se regarder les uns les autres. Et cette autre manière de faire monde, bien ces films affirment qu'elle est possible, là encore au milieu du pire. Et c'est d'être au milieu du pire qui vient révéler cette possibilité et qui en fait une possibilité à opposer au cours ordinaire du monde. C'est-à-dire que l'Apocalypse et la révélation, selon son étymologie, l'Apocalypse révèle qu'un autre monde est possible, ce que nous ne voyons pas dans le cours ordinaire des choses. Parce que l'Apocalypse, peut-être, nous oblige à constituer quelque chose d'inestimable, nous oblige à voir qu'il y a de l'inestimable, qu'il y a des dimensions de la réalité qui ne peuvent pas se plier à la règle de la rationalité et à la loi de l'échange marchand. Il y a de l'inestimable qui est au-delà de tout calcul, qui est au-delà de la rationalité économique, qui est au-delà de ces calculs qui sont l'ordinaire de notre monde et qui sont, on n'arrête pas de nous le répéter, la loi à laquelle nous devons nous plier, la loi immanente des choses à laquelle nous devons nous plier. Au contraire, dit l'Apocalypse, c'est l'inestimable qui nous sauvera. Ou en tout cas, c'est constituer l'inestimable qui sera le geste par lequel nous pourrons nous sauver. Dans beaucoup de ces fictions, c'est justement l'invention d'un inestimable qui est le geste par lequel une petite communauté de survivants va inventer un autre monde. Dans le roman de Saramago dont je parlais tout de suite, L'aveuglement, c'est l'invention d'une petite communauté sur des règles entièrement nouvelles, et une petite communauté qui va se fonder dans un acte particulièrement fort. Je ne vais peut-être pas raconter parce que ça m'amènerait à raconter une bonne partie de l'intrigue du roman, ça me prendrait beaucoup de temps, mais c'est l'acte de cette femme qui mène la communauté et qui est à la fois un acte transgressif et l'acte fondateur d'une solidarité nouvelle entre les survivants. Solidarité de femmes d'abord, mais dont les hommes finiront par être les bénéficiaires indirects. Dans un roman un tout petit peu plus ancien, peut-être plus immédiat à raconter, je pense à Melville de Robert Merle, qui est un hyper roman populaire qui raconte la fondation d'une communauté dans un château après une guerre atomique qui a dévasté au moins la France entière et sans doute au-delà. Les survivants ne voient jamais venir, ne voient jamais reparaître aucun vestige du monde ancien.
ce qui est constitué en inestimable, c'est la communauté elle-même. La communauté elle-même avec ses liens d'amitié, avec ses liens d'amour, avec tout ce qu'elle comprend d'irrationnel. La communauté elle-même, et pas ses biens, et pas les choses, et pas ce qu'elle hérite du monde passé. Il y a vraiment une table rase, et à partir de cette table rase, invention d'un monde nouveau à partir de la considération d'une communauté pour elle-même qui est constituée en absolu. Donc un autre monde, c'est la promesse de l'utopie. Et ce paradoxe qui est ce qui m'intéresse peut-être le plus dans ces histoires de fin du monde, c'est que nous imaginons la table rase comme le passage nécessaire, comme l'étape nécessaire, ou comme la cheville narrative nécessaire pour arriver à penser cette utopie. Et c'est par là que ces fictions de la fin du monde, ce sont à la fois des analyses de la société présente, c'est-à-dire des analyses de son rapport au temps, de son rapport à l'histoire, et ce sont des tentatives d'imaginer un autre monde qui peuvent donner, sur le modèle des utopies anciennes, des expérimentations politiques. C'est ce que fait, par exemple, Robert Merle avec Melville. L'utopie, donc, elle s'écrit sur fond de catastrophe, ce qui est une autre thèse que je crois importante. L'utopie, contrairement à ce que disent les penseurs conservateurs, ne débouche pas sur la catastrophe. L'utopie, au contraire, est ce qui relève la catastrophe. L'utopie est ce qui s'écrit après la catastrophe. Voilà, donc le monde de l'Apocalypse est à la fois le nôtre et un autre. C'est un monde qui est à la fois le nôtre mais plus le même. Tout a changé. C'est un monde qui exige de recomposer le monde commun, qui exige une conjoncture nouvelle. Et pour cela, c'est aussi un appel à l'action. Et contrairement aux apparences, donc les fictions de la fin du monde ne sont pas des fictions nihilistes, ce sont des fictions profondément roboratives, énergisantes, ce sont des fictions qui mobilisent et requièrent sans doute notre énergie pour nous appeler à inventer l'après. Je vous remercie. Alors, en principe, on pose des questions ou on dialogue avec le conférencier. Donc, normalement, non. Là, c'est non. Oui, ça va. Pourtant, on l'a allumé tout à l'heure, on l'a vérifié. Et non, toujours rien. Oui, ça va. Ah, cette fois, non. Bon, donc dès que le micro fonctionne. Merci. Bon, alors qui se lance? Voilà. Merci d'abord pour cet exposé qui un peu surpris parce qu'effectivement voir dans tous ces films, ces romans de fin du monde, au contraire, la possibilité d'un espoir, et d'ailleurs vous l'avez expliqué de manière assez convaincante, c'est effectivement un peu surprenant. Alors, première chose, il me semble à vous écouter qu'il y a quand même aussi toute une critique des discours, disons, de la rationalité en montrant finalement leur impuissance. D'une part, effectivement, la rationalité technique qui aveugle a abouti à
ce que l'on connaît, hein, la crise climatique, etc., avec l'aveuglement et l'impossibilité, puisqu'à une crise technique, on veut répondre par un surcroît technique, et donc on aggrave la situation. De même, il y a aussi une critique derrière, peut-être, de tous les discours du progrès, de la rationalité. On pense à tous les discours révolutionnaires, bien entendu, hein, tout cela. Et vous voyez, au contraire, après cette critique, donc ces discours rationnels, dans l'imaginaire, dans la littérature, quelque chose qui est peut-être plus prometteur à la fois d'une révélation de la réalité et voire de l'action. Bon, alors là, je suis aussi un peu surpris parce que je ne vois pas comment tous ces romanciers, ces poètes, ces cinéastes réussissent à, mieux que le siècle par exemple, n'est-ce pas, à réveiller une meilleure conscience de la réalité, voire, puisque vous parlez d'action, donc c'est un appel à l'action, hein. C'est pas simplement se contenter de raconter de belles histoires. Voilà un peu la question qui était un peu naïve, mais... Je pense que... il y a deux points, je crois, dans votre question. D'abord, ces fictions sont effectivement des critiques du progrès. Dans toutes les fictions d'apocalypse du XIXe siècle, il y a une critique du positivisme, il y a une critique de l'idéologie du progrès. Et notamment de l'idée que le progrès technique entraîne un progrès social et un progrès moral de manière mécanique. Deuxièmement, en ce qui concerne l'action, je pense en effet que les fictions littéraires agissent. Je crois que c'est une représentation un petit peu mutilante de la littérature, d'en faire un art décoratif, d'en faire un art séparé du monde. Alors bien sûr, on ne peut pas demander aux fictions d'être autre chose que ce qu'elles sont. Ce ne sont pas des textes qui portent directement sur la réalité, auxquelles on pourrait demander l'efficace politique de traités, de philosophie politique ou d'enquête sociologique. Mais les fictions travaillent autrement, elles travaillent à leur manière, et en nous faisant, c'est ce que j'essayais d'indiquer en citant Chélet au début, en nous faisant imaginer ce que nous voyons. Le travail propre des fictions, c'est de nous faire regarder les choses sous un angle qui n'est pas celui que nous empruntons d'habitude, c'est de nous faire regarder les choses sous un autre point de vue. Le travail propre de la fiction, c'est de changer notre point de vue. Et ne serait-ce que parce qu'elles nous font partager pendant le temps de la lecture ou le temps du film le point de vue d'un personnage avec lequel nous n'aurions pas eu d'empathie dans la vie réelle, d'un personnage que nous n'aurions pas connu dans la vie réelle, et éventuellement d'un personnage fantastique, d'un personnage invraisemblable, sans équivalent dans la réalité. Elles nous font changer de point de vue. Et changer de point de vue, c'est exactement voir les choses autrement. Et c'est exactement se préparer aussi à agir autrement. C'est ça que font les fictions, ce n'est que ça, c'est assez modeste en réalité, mais c'est énorme en même temps. C'est voir le monde autrement. Imaginer ce que nous connaissons. C'est imaginer ce que nous connaissons. Alors, la formule était extraordinaire. Formulation de ça depuis la littérature classique. Il y a un beau texte de La Bruyère qui représente ce qu'on voit de la fenêtre
espèces de bêtes qui grattent la terre, qui sont toutes noires et qui s'esquintent le dos à essayer d'extraire des plantes de la terre. Et puis quand on s'approche, ces êtres à la figure toute noire lèvent la tête et on s'aperçoit que ce sont des hommes qui cultivent la terre. Et que ce sont des hommes comme celui qui les regarde. Le changement de point de vue permet d'apprécier l'humanité de l'autre. Le changement de point de vue révèle que cet autre qu'on croyait un animal est un être humain. La littérature fait ça. Comme dans Frankenstein, si on veut un exemple plus moderne, la fiction du monstre nous apprend que le monstre est un être humain. Là où on ne voyait pas un être humain, il faut apprendre à en voir un. La figure du monstre dit l'égalité de tous et toutes, l'égalité d'être humain de tous et toutes. La fiction nous apprend à voir l'égalité là où on ne veut pas la voir. Bon, c'est à la fois très peu et incommensurable. Voilà ce que font les fictions, je crois. C'est en ça qu'elles sont importantes. On va essayer comme ça. Oui, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites. C'est une situation qui a été connue quand même, qui est celle de l'Apocalypse de la Deuxième Guerre. Oui. Et la définition par le Conseil national de résistance des jours heureux. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait c'était, elle a été élaborée aussi à partir de où elle était lue aussi à un certain nombre de fictions qui avaient lu et qui avaient donné naissance à cet imaginaire de ceux qui ont créé ce programme. Alors je ne suis pas du tout historien, je ne suis pas du tout spécialiste de la période, donc je peux l'imaginer, mais je ne peux pas vous donner une réponse plus précise. Effectivement, je crois qu'en général, on est tout à fait fondé à penser que les inventions historiques s'ancrent tout autant, au moins autant dans les fictions qui hantent une époque que dans son savoir de l'histoire. C'est ce que disait Michelet, et Benjamin cite ça de Michelet. Chaque époque rêve la suivante. Et à partir de quoi est-ce qu'elle la rêve? À partir des romans qu'elle lit, à partir de la poésie qu'elle lit, à partir des fictions qui sont son imaginaire. Chaque époque rêve la suivante. Ça veut bien dire que nos projets de transformation sociale sont des projets qui s'ancrent dans un imaginaire, donc dans les films que nous voyons, dans les romans que nous lisons. Oui. Et ça, je crois que c'est vrai à toutes les époques. Je ne peux pas être plus précis. Oui. Oui, en fait, sur ce que vous expliquez, moi je voudrais compléter un petit peu, c'est par rapport à quand je lis des fictions justement sur l'Apocalypse, on voit l'avantage en fait de ça, c'est qu'on a ce que ça apporte les fictions, c'est non seulement un point de vue, mais pour moi c'est des questions qu'on se pose, qu'on ne pourrait pas se poser en fait forcément tout de suite. C'est-à-dire que, je m'explique, on a des situations dans les fictions où l'apocalypse arrive d'un coup. Et la nature, le héros se retrouve face à une situation exceptionnelle. Et
ce qui est très intéressant, c'est la réaction à la question de ce que se pose l'homme, avec un grand H, et les populations. Et on a également l'exemple après l'apocalypse, comment reconstruire, et avec plein de... Alors ça peut être des êtres humains, ça peut être des machines, ça peut être... et c'est ça qui est très intéressant dans la fiction, c'est que ça apporte des... pas forcément des réponses, mais des questions, et des bonnes questions. Et ça aussi, ça permet de travailler sur la nature humaine dans des situations qui peuvent être très variées. Et la nature humaine, par le biais de, comme vous dites avec Frankenstein, par le biais du regard d'un monstre, par le biais d'un regard d'un créateur, par le biais du regard de... Et c'est ça qui rend très intéressant. Donc aujourd'hui, par rapport à la réalité avec la crise écologique, etc., c'est ça qui est vraiment, moi je trouve très intéressant. Alors moi je pose la question, c'est par rapport à la... Est-ce que vous... l'œuvre de fondation par exemple d'Asimov, qui est pour moi une très belle œuvre, un classique de la science-fiction, où on n'a pas vraiment une apocalypse, mais c'est plutôt la fin d'un empire. Moi je trouve ça très intéressant, c'est est-ce que la fiction dans cette histoire, est-ce que pour vous on pourrait retranscrire, on pourrait avoir des idées justement par rapport à Asimov par exemple sur la fondation, est-ce qu'on pourrait les fictions pourraient nous apporter des idées justement pour la mettre en application dans la réalité? C'est un peu ambitieux, mais oui. Je crois que ce serait beaucoup demandé. Oui, je comprends. Je crois qu'on ne peut pas leur demander exactement ça. Ce serait donner un peu trop de responsabilité aux écrivains. Je ne crois pas que notre monde soit si prévisible que les écrivains puissent écrire des scénarios de l'avenir. Je ne crois pas aux scénarios de l'avenir. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Les experts du climat peuvent modéliser le climat pour les 100 années à venir, ça c'est possible, mais ça ne dit pas de quoi nos vies seront faites, parce que ce que les hommes feront du climat n'est pas écrit. Ce que les sociétés feront à partir des changements géophysiques n'est pas écrit. Et on est constamment surpris parce qu'elles font des données naturelles de leur existence. Là, je pense que la prévisibilité est assez faible. Donc, on ne peut pas demander aux écrivains de prédire le futur, on ne peut pas demander aux écrivains de nous dire de quoi l'avenir sera fait. Par contre, ce qu'on trouve dans les œuvres qui racontent le futur, c'est le présent. Ce que les œuvres qui racontent le futur racontent en réalité, c'est le présent. Ce sont des manières de dire le présent. Les conflits qu'on projette dans le futur sont des conflits du présent. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, concernant l'Apocalypse, c'est une conception du temps qui est mise en scène et qui nous renvoie à notre propre temps. Une chose qui me frappe et qui est une des choses les plus consistantes dans ces fictions, les choses les plus importantes, c'est que dans une période encore relativement récente, on pouvait écrire des utopies. C'est-à-dire qu'on pouvait situer une société meilleure, une société parfaite, dans un ailleurs géographique, de l'autre côté de l'océan, ou alors dans un monde futur. Et on pouvait imaginer cette société sans passer par la case de la destruction, sans passer par l'anéantissement de ce qui l'avait précédé.
aujourd'hui, ce qui joue le rôle que jouait l'utopie, c'est-à-dire l'imagination d'un autre monde, pour nous, ce sont les fictions apocalyptiques. Alors ça en dit assez long sur notre propre imaginaire de l'histoire. Ce qui joue le rôle des utopies aujourd'hui, l'endroit où on peut imaginer un autre monde, c'est la fiction apocalyptique. C'est-à-dire que nous avons besoin d'imaginer la destruction universelle pour penser à un autre monde possible. Bon, ça, je crois que c'est assez révélateur sur notre propre position, sur notre imagination de l'histoire. Mais massivement, c'est ce que ces fictions-là nous disent. C'est une réponse indirecte à votre question. Oui, moi, une question plus pour l'universitaire en littérature que vous êtes. Oui. Voilà, bon, les utopistes, comme vous dites, pour certains, ceux qui voulaient changer, transformer la société, surtout sur le plan politique, ils se réfèrent beaucoup à Orwell. Voilà. Mais vous, justement, par rapport aux œuvres que vous lisez, actuellement, plutôt que d'être dans une perspective lointaine du futur, je vous demande, vous, avec vos lunettes, votre sentiment sur, par exemple, l'aspect écologique des choses, sur le plan de la planète, sur le plan politique. Ça n'avance pas tellement par rapport aux concepts qui sont avancés, vous parliez du GIEC quand même. Mais par contre, c'est sur le plan des entreprises, on parle maintenant, certains parlent du concept de capitalisme vert, il y a tout un courant de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises qui se met en place. Il y a beaucoup de gens qui se forment dans ce domaine et qui essayent d'impulser des politiques d'entreprise RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que d'une gouvernance politique qui n'a pas vraiment avancé sur certains points, en fait les entreprises prennent la main et mettent en place des politiques de RSE et on comprend que derrière, on n'oublie pas l'économie, mais on essaie de créer un genre de capitalisme vert, c'est-à-dire sans changer finalement la société. On garde le capitalisme, mais on part dans le concept de capitalisme vert. Oui. Alors en fait, vous m'interpellez plus en tant que citoyen qu'en tant qu'universitaire. En tant qu'universitaire, je ne suis spécialiste que de littérature et que je ne suis pas analyste politique, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste. Donc là, c'est le citoyen qui parle avec ses convictions, alors qui sont les convictions qui m'animent aussi quand je lis des textes littéraires. Je ne prétends pas me couper en deux et être différent quand j'exerce mon métier et quand je pense en tant que citoyen. Mais là, je vais vous répondre d'une position qui ne se revendique d'aucun savoir, mais simplement de ce que je pense, de ce que je crois. Je crois que le capitalisme vert est une contradiction dans les termes, que le capitalisme ne peut pas être vert tout simplement parce qu'il est le capitalisme et que l'exploitation des ressources naturelles lui est nécessaire, qu'elle doit s'intensifier pour continuer à produire de la valeur et qu'en s'intensifiant, elle ne peut pas être verte. Donc je pense que les entreprises ne relèveront pas les efforts de l'État, que les États ne feront aucun effort pour verdir l'économie, c'est-à-dire pour transformer la société, pour reprendre votre expression, parce que nous sommes dans un système capitaliste et que transformer la société et dans une direction qui soit compatible avec un maintien des températures, une sauvegarde du climat que nous connaissons encore aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec la poursuite des affaires comme elles ont cours aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer dans des détails supplémentaires, mais je ne pense pas que quelque chose comme le capitalisme
prisme vert puisse exister. Alors, si vous voulez un roman qui aborde cette question-là d'une manière assez frontale, il y a le roman assez récent de Ian McEwan, Solaire, qui doit dater de 2015, qui est un bon exemple de fiction sur ce sujet-là. Le personnage principal de ce roman invente une machine qui marche à l'énergie solaire et essaye d'en faire, de créer une entreprise qui fasse du profit à partir de cette machine, et toutes les impasses d'une économie qui tiendrait un discours écologiste sont assez bien représentées dans ce roman. Oui, je voulais simplement faire une remarque. Quand vous avez parlé tout à l'heure de ces moments d'apocalypse particulièrement sombres où l'espoir renaît, j'ai pensé au Conseil national de la résistance, dans les moments les plus sombres de l'histoire de la France du XXe siècle. Les gens imaginaient un meilleur possible et ont pris des décisions qui se sont appliquées après, qui ont donné des lois, etc. Et donc, finalement, il y a un espoir possible. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous interroger, c'est en fait, quand on parle de l'apocalypse, on songe aussi à cette espèce de roman médiatique qui est fait par les médias, qui nous incite sans cesse à nous inquiéter pour l'avenir de la planète, etc. Entre parenthèses, on n'a rien à faire de nous, puisque si l'homme disparaît, la planète continuera à tourner, à exister, et la nature sera toujours là. Enfin bon, indépendamment de ça, comment dire, cette fiction nous stresse et nous incite à continuer à nous informer. C'est une manière aussi pour les médias de se vendre. Et c'est une fiction aussi, ça. Et ça, vous n'en avez pas parlé, alors qu'elle nous parlait quand même dedans, un peu dans le monde d'aujourd'hui. Oui, alors c'est pas mon objet dans ce livre. Et pour vous répondre complètement, c'est un objet qui est devenu vraiment très fort après que je l'ai écrit. Ce livre, il est sorti en août 2019. J'avais fini de l'écrire fin 2018. Et c'est dans les mois entre les deux, entre la fin de la rédaction et la publication, que j'ai vu s'imposer très très fort dans les médias ton discours sur l'effondrement. Qui est un discours très très récent. La vogue des collapsologues, elle commence en 2015 avec la publication du premier livre de Servigne, Stevens et Chapelle. Et puis ça enfle vite pour exploser en 2018-2019. C'est très très récent ça. Alors, les inquiétudes des médias sur la planète, c'est une histoire un peu plus longue, mais vraiment ce mot d'effondrement avec l'insistance qui mettent certains médias, c'est très récent, ça m'a un peu pris par surprise. Et de toute façon, c'était pas mon objet, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais plus éviter de le considérer parce que ça s'impose à l'intérieur de mon propre objet. Et je suis obligé de situer les romans et les films que j'étudie et qui sont antérieurs à ça pour la plupart, par rapport à ce discours sur l'effondrement. Alors évidemment, oui, c'est aussi une fiction, sauf que il y a un certain effondrement qui est tout de même en cours et qui nous regarde parce que la planète n'est pas tout à fait indifférente à notre existence. Elle souffre suffisamment de notre existence, hein, ça la touche. Les espèces animales qui disparaissent se rendent tout à fait compte que nous existons. Non, mais la nature a connu les épisodes oui. Je veux dire, les grandes extinctions. Il y a eu des catastrophes extraordinaires où 90% des espèces vivantes ont disparu et c'est reparti après. Donc si ça devait arriver avec une intervention humaine, une espèce de super guerre atomique, de toute façon la nature repartirait après sans les hommes. La Terre, on en sort peut-être pour 5 milliards d'années avec le Soleil, donc il est probable que l'homme aura disparu. Mais ce n'est pas tous les points à laquelle on regarde les choses. La Terre, on a certainement pour 5 milliards d'années encore, mais les animaux qui vivent dessus aujourd'hui vivent dessus aujourd'hui. Donc, moi, je n'irai pas dire à
pas de orang-outan dont on rase la forêt que la Terre en a encore pour 5 milliards d'années. Les êtres vivants qui sont là aujourd'hui sont là aujourd'hui. Et que la vie elle-même continue après la mort, ce n'est pas une raison pour les tuer. Après tout, on pourrait justifier des génocides avec un argument pareil. Donc non, la Terre est bien concernée par notre existence et les massacres que nous commettons maintenant, nous les massacrons. Alors la vie continuera après, mais quand même. J'en viens à oublier ce que je disais au début. Non mais j'ai oublié par quoi j'avais commencé, excusez-moi. Je vais m'inscrire dans le tour de questions parce qu'il y a eu, c'est pas très ancien, ça date il y a quelques années, un ouvrage, enfin une œuvre de fiction écrite par 2 universitaires, dont j'ai oublié le nom, qui était une satire sociale de l'université, mais qui s'intitulait « L'Apocalypse est notre chance ». Et de ce que je vous écoute, en vous écoutant, je me dis que finalement, oui, l'Apocalypse est peut-être une chance. En tout cas, elle est à... Imaginer l'Apocalypse est une chance que l'on peut se donner pour essayer de se dire qu'il faut agir et agir autrement. Oui, je préfère votre formulation au titre de ce livre. Personnellement, je ne reprendrai pas ce titre. Mais effectivement, je pense que aujourd'hui, on pense à un autre monde, la possibilité d'un autre monde, en passant par la destruction absolue. On n'arrive plus à penser à un autre monde sans passer par là. Et ça dit quelque chose de notre imaginaire social. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que l'apocalypse est notre chance, mais c'est quelque chose que nous nous sentons obligés de penser pour imaginer un autre monde. Alors j'en viens à ce que je disais, que j'ai retrouvé sur l'effondrement tout à l'heure. Ce discours social sur l'effondrement, évidemment, c'est une fiction, mais en même temps, il y a des effondrements des écosystèmes qui sont réels, il y a un changement climatique gravissime qui est réel, et le fait qu'on l'interprète dans les discours de la collapsologie comme l'effondrement avec un E majuscule, c'est une chose. La réalité des effondrements des écosystèmes, c'en est une autre. Il y a un discours médiatique qu'on peut et qu'on doit certainement critiquer sur l'effondrement. Ça ne doit pas cacher la réalité des dégradations écologiques, ni leur gravité. Peut-être que l'effondrement tel qu'on vous le raconte dans les médias ne se produira pas, mais il y a bien quelque chose qui est important et grave qui est en train de se produire. Pardon, ma voix, je ne vais pas être très long. Il y a un partage entre le regard philosophique, le regard politique, ceux de Fussell, ceux de, surtout d'un certain Pierre-Henri Castel. Pierre-Henri Castel. Qui préconise carrément l'action et même la violence. Et votre discours, auquel je me rattache plus facilement, qui ne parle pas tant de l'apocalypse que de l'idée de l'apocalypse. Oui. De l'imaginer dans l'apocalypse. C'est-à-dire que Castel se situe dans une hypothèse philosophique qui est une pure hypothèse, comme quoi il se passera moins de temps entre aujourd'hui et la fin du monde qu'il ne s'en est passé de la découverte de l'Amérique à aujourd'hui. Castel va situer la fin du monde dans un horizon historique, les 4-5 prochains siècles, suffisamment lointain pour que ça ne nous concerne pas directement et qu'on n'ait pas vraiment prise là-dessus, et suffisamment proche pour qu'on se sente quand même un petit peu concerné, et que ça appartienne à notre histoire et pas à une histoire d'un futur tellement lointain que ça ne nous concernerait plus du tout.
mal de ceux qui sont responsables de cet apocalypse. Et nous devons imaginer ce qui serait nécessaire pour les empêcher d'atteindre leur fin. Et il dit qu'il faut envisager la violence. Il se trouve que moi je me donne comme objet des textes littéraires. Je ne prétends pas produire une hypothèse ni historique ni philosophique sur la fin du monde. J'étudie la manière dont les textes littéraires la représentent et je ne me suis pas posé cette question-là. Alors est-ce que les fictions que j'étudie la représentent? Oui. Dans nombre de ces textes, il y a bien des spéculations sur la violence. Et dans nombre de ces textes, il y a aussi un passage par la violence. La violence n'est pas évitée, c'est ce qu'on trouve dans La Route, le roman de McCarthy, c'est ce qu'on trouve dans le roman de Verdi Longo, L'homme vertical, que je n'ai pas cité tout à l'heure, un très beau roman. C'est ce qu'on trouve dans quantité d'œuvres. L'idée... c'est ce qu'on trouve dans Saramago aussi, hein, le moment que je racontais tout à l'heure, que je ne racontais pas justement tout à l'heure, mais auquel je faisais allusion, c'était le moment d'une violence fondatrice, et on y trouve l'idée que ce nouveau monde solidaire et où les rapports sociaux sont complètement changés, qui s'inventent après la fin du monde, c'est justement il faut une violence fondatrice pour le créer. Et cette violence fondatrice dont l'héroïne se rend capable, c'est le geste inaugural d'un autre monde. Il y a une transgression fondatrice qui est un assassinat qu'elle commet dans des circonstances très particulières qui nous donnent des raisons morales de le légitimer. Mais on n'oubliera jamais que c'est une transgression, que c'est un acte grave, etc. Donc, ces fictions, elles n'évitent pas non plus la violence, et elles disent bien que pour répondre à la violence, il faut aussi de la violence. On ne peut pas l'éviter. Bonsoir. Si la fiction nous aide à changer de regard et peut-être adopter un autre point de vue, est-ce qu'elle ne peut pas nous aider aussi à prendre mieux conscience des limites de la connaissance et de notre capacité à maîtriser notre environnement? Et est-ce qu'un des problèmes du moment, c'est pas qu'il y ait trop souvent maintenant, de plus en plus, c'est l'impression que j'ai, de mélange des genres entre science et fiction? Qu'est-ce que vous voulez dire par mélange des genres? Ça, tout ce phénomène de futurologie qui propose, on parle beaucoup en ce moment de nouveaux récits qui se projettent à des horizons 2050, 2060, alors qui sont des réflexions très intéressantes, mais qui souvent sont présentées de manière, des visions qui se veulent assez probables, alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'on en sait? Oui, bon, je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. La prospective existe depuis des décennies et imaginer ce que serait le futur dans quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, etc., c'est un exercice qui est assez ancien. La première utopie qui se situe dans un monde futur date de 1774. Donc depuis la fin du XVIIIe siècle, on imagine ce que sera le monde futur. Dans ce texte de Mercier, en 1774, Mercier imagine que la France est devenue une monarchie parlementaire et que l'encyclopédie Diderot et d'Alembert est devenue un manuel scolaire.
C'est-à-dire que Mercier avait des ambitions politiques assez modestes par rapport à ce qui s'est réalisé, mais il faisait déjà un exercice d'une certaine manière d'imagination d'un futur proche, même si lui, il le projetait plus loin que quelques décennies. Il imaginait cette France dotée d'une monarchie constitutionnelle plusieurs siècles après le XVIIIe. Donc c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Évidemment, ce genre de projection relève toujours de la fiction. Toujours. Ce que les sociétés font de leur avenir leur appartient et est relativement peu prévisible. L'histoire réserve toujours des surprises. Cet exercice de prévision, il est toujours fictionnel. Et comme en littérature, les auteurs de fiction prospective parlent beaucoup plus du présent que de l'avenir en réalité. Ils décrivent le présent sous les couleurs de l'avenir, ils décrivent ce qu'ils rêvent, mais leurs rêves expriment le présent. On a encore le temps pour une dernière question. Alors je confirme, donc Philippe est bien là et il nous a apporté les romans dont vous avez parlé. Donc on a Volodine, on a Margaret Atwood, on a La route de McCarthy et Saramago qui est là également, et puis les 2 livres de donc Faites-les la fin du monde dont on a parlé, et un recueil d'articles qui s'intitule Utopie et catastrophe. Donc n'hésitez pas. On va remercier notre conférencier.